Est-ce que vous vous rappelez d'il y a à peu près 2 mois, quand le commerce transatlantique allait plutôt bien? Eh bien, ce n'est pas encore fini. Mais il est peut-être temps de chercher de nouveaux partenaires commerciaux. En 2023, elle a enregistré 7,6 milliards d'euros d'échanges, soit 16,1% du commerce mondial. C'est plus que les États-Unis et la Chine, et de loin. Et malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, le commerce est un domaine dans lequel l'UE excelle, grâce notamment au marché unique, sans doute la plus grande réussite après la paix, et à un accord croissant de 130 accords commerciaux avec des pays du monde entier. Sans surprise, l'UE commerce surtout avec les États-Unis et la Chine. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'existe aucun accord de libre-échange avec l'un ou l'autre. Du moins, pas encore. Voir les États-Unis en tête de liste est particulièrement inquiétant, surtout avec Trump qui joue avec les taxes douanières comme un interrupteur, impactant durement les économies européennes. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au commerce entre l'UE et les États-Unis, et à la manière dont l'Europe pourrait diversifier ses échanges, voire les remplacer. Et oui, on pense vraiment que c'est possible. En 2023, les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de l'Union européenne, représentant environ 17% de son commerce total. Les biens et services ont circulé dans les deux sens pour un total de 1600 milliards d'euros, des milliards qui traversent l'Atlantique chaque jour. L'UE a exporté pour 823 milliards d'euros vers les États-Unis, tandis que les Américains ont envoyé 774 milliards en retour. Et ce commerce repose en grande partie sur seulement 5 secteurs, dominés par les médicaments, les produits pharmaceutiques et l'automobile. Et voilà le problème. Ces secteurs sont déjà durement touchés par les taxes douanières. Trump a imposé une taxe de 10% de manière générale et un impressionnant 25% sur les véhicules à moteur. Autant dire que l'Allemagne, principal exportateur de l'UE vers les États-Unis, en souffre particulièrement. Et cela pourrait encore empirer. Dans 3 mois, les Américains pourraient rétablir une taxe douanière de 20% sur tous les biens. L'Institut de Kiel a étudié le pire scénario. Si les États-Unis appliquaient 25% de taxes douanières sur l'ensemble des produits et que l'UE répondait de la même manière. Résultat, une chute de 17,5% des exportations européennes vers les États-Unis et un recul de 0,54% du PIB européen. Aïe. Alors oui, c'est un scénario quand même extrême, mais imaginons qu'il se réalise. Une baisse de 17,5%, cela signifie que l'UE devrait compenser environ 144 milliards d'euros d'exportation perdus. Donc, est-ce que l'UE peut combler ce vide? Et nous pensons que oui. Et cela commence par de nouveaux partenaires commerciaux. Parmi les nombreux accords en préparation, l'Inde se démarque. Un pays immense au potentiel colossal. Actuellement, l'Inde impose des taxes douanières de plus de 100% sur les voitures importées. Mais dans le cadre de l'accord de libre-échange en négociation, ces taxes pourraient progressivement baisser jusqu'à 10% pour les véhicules fabriqués en Europe. C'est une aubaine pour les constructeurs européens et l'Allemagne serait ravie. Et les projections sont tout aussi enthousiastes. Elle suggère que le volume total des échanges pourrait atteindre environ 167 milliards d'euros d'ici 2026. Et les exportations indiennes vers l'UE pourraient grimper à 93 milliards et les exportations européennes vers l'Inde à 75 milliards. Et cela permettrait déjà de compenser une partie des 144 milliards de pertes commerciales potentielles avec les États-Unis, ramenant le déficit net à environ 130 milliards d'euros. Donc, où n'en est-on aujourd'hui ? L'UE et l'Inde espèrent de finaliser l'accord d'ici la fin de l'année. Mais il y a aussi un autre grand accord commercial en préparation. Mercosur, un pacte entre l'UE et le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Des études estiment que cela pourrait augmenter les flux commerciaux entre l'UE et le Mercosur de 37%. Et il ne s'agit pas uniquement de l'automobile. Le secteur pharmaceutique en profiterait également avec la suppression progressive des taxes de 14% sur les médicaments de Mercosur, offrant ainsi aux entreprises européennes un meilleur accès à plus de 260 millions de personnes. Les projections suggèrent que le volume total des échanges pourrait atteindre environ 126 milliards d'euros d'ici 2026. Les exportations de Mercosur vers l'UE pourraient atteindre 49 milliards d'euros,
et les exportations européennes vers le Mercosur pourraient s'élever à 77 milliards d'euros. Donc tout cela, ça pourrait permettre encore de compenser une partie de la perte commerciale de 144 milliards d'euros avec les États-Unis, réduisant le déficit net à environ 109 milliards d'euros. Bon, je pense que vous avez bien compris l'idée et nous n'allons pas passer tout notre temps à examiner chaque accord commercial en détail. Mais si l'on prend du recul et qu'on regarde simplement l'impact potentiel sur les exportations de l'UE, voici ce que cela donne. Pour le Mexique, il n'existe pas d'estimation officielle. Donc nous avons fait une estimation prudente. Un boost de 20% des exportations, soit environ 10 milliards d'euros. Mais voici le problème. Même si tous ces nouveaux accords commerciaux sont mis en place, et c'est pas sûr, parce que pensons quand même aux agriculteurs européens, ils ne compenseront toujours pas l'impact total des 144 milliards d'euros qu'une guerre commerciale à grande échelle avec les États-Unis pourrait entraîner. On a fait les calculs, et au total, il resterait un manque à gagner d'environ 53 milliards d'euros. Aïe. Alors, comment l'UE peut-elle compenser ces 53 millions d'euros de pertes commerciales potentielles? Certains d'entre vous le crient probablement à votre écran, la Chine. Et c'est compréhensible. Le commerce entre l'UE et la Chine a atteint un impressionnant 739 milliards d'euros en 2023. Il n'y a toujours pas d'accord commercial, mais avec un sommet entre l'Europe et la Chine prévu pour juillet, la relation pourrait se renforcer. Mais voilà le problème. Nous risquons de tomber dans le même piège qu'avec les États-Unis. Une trop grande dépendance vis-à-vis d'un partenaire imprévisible. Et soyons très honnêtes, la position de la Chine sur la Russie et Taïwan pourrait faire basculer toute la relation du jour au lendemain. Donc non, pas la Chine, mais nous pensons qu'il existe encore une meilleure option. L'UE a un atout, le marché unique. Avec plus de 450 millions de citoyens et 22 millions d'entreprises provenant de 27 États, c'est le plus grand marché commun du monde. Regardez ça. Comparé aux États-Unis, l'UE compte 110 millions de personnes de plus. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas vraiment compté. Car qu'est-ce que les États-Unis font le mieux? Ils exploitent pleinement leur marché intérieur. Fluide, sans friction et performant. Mais maintenant, vous pourriez dire, mais n'avons-nous pas la même chose? Et non, nous n'avons tout simplement pas le même marché. Notre marché unique est loin d'être complet et cela nous coûte des centaines de milliards d'euros potentiels perdus chaque année. Alors, on explique. Le marché unique repose sur 4 libertés. La libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Nous avons plus ou moins maîtrisé la circulation des biens. Ils peuvent traverser les frontières sans problème. Mais pour le reste, honnêtement, on n'est pas vraiment au top. Prenons la deuxième liberté, les services. Un plombier certifié en Pologne pourrait ne pas être autorisé à travailler en Belgique sans devoir se refaire certifier. En plus des règles de l'UE, chaque pays a ses propres normes, règles et paperasses. Aux États-Unis, un plombier de Ohio peut travailler en Floride avec une recertification minimale et très peu de paperasse. Ce n'est pas parfait, mais c'est un marché beaucoup plus unifié. Prenons maintenant la troisième liberté, le capital. Une start-up au Portugal cherchant à lever des fonds auprès d'investisseurs néerlandais ou autrichiens pourrait rencontrer des difficultés, car chacun de ces pays a ses propres règles en matière de fiscalité, de faillite et de protection des investisseurs. Il n'y a pas de cadre unifié pour le capital risque et l'incertitude juridique rend le financement transfrontalier plus complexe qu'il ne devrait l'être. Et cela signifie que les entreprises prometteuses se développent souvent à l'échelle nationale et non à travers toute l'Europe. Comparez cela aux États-Unis. Une start-up de l'Ohio peut lever des fonds auprès d'investisseurs en Californie, au Texas ou à New York. Tout cela sous un système fédéral unique avec des lois sur les valeurs mobilières uniformes, des protections des investisseurs communes et un code de faillite unique. C'est une des raisons majeures pour lesquelles les entreprises américaines se développent rapidement et à grande échelle. Et puis, il y a la quatrième liberté, les personnes. En théorie, les citoyens de l'UE peuvent vivre et travailler n'importe où dans l'Union. En pratique, c'est souvent lent, coûteux et bureaucratique. Les qualifications ne sont pas toujours reconnues et les règles nationales font encore obstacle. Et pendant ce temps, aux États-Unis, une personne de Illinois peut déménager en Floride, louer un appartement, obtenir un emploi, s'inscrire à l'assurance de santé et voter lors des élections. Tout cela sans avoir à gérer des formalités d'immigration et avec des vérifications de qualifications minimales. La mobilité est intégrée au système. Et honnêtement, même quand on revient aux biens, nous ne sommes pas à 100% harmonisés.
Les États membres peuvent encore ajouter des règles nationales supplémentaires par-dessus les normes de l'UE. Les étiquettes nutritionnelles varient. La France utilise le Nutri-Score, tandis que d'autres préfèrent des systèmes de feu de signalisation ou leur propre format. Et il existe aussi des exigences linguistiques. La Suède, par exemple, exige que les étiquettes des produits soient en suédois. Et aux États-Unis, c'est tout pareil. En réalité, la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et des données, comme promis dans les traités de l'UE, n'est pas vraiment une réalité quotidienne. Et cela a un coût. Et le coût, il est énorme. Et les estimations montrent que ce manque d'intégration pourrait coûter à l'UE jusqu'à 1100 milliards d'euros par an. Oui, vous l'avez bien entendu, 1100 milliards d'euros chaque année. Un rapport de 2019 a détaillé cela. Supprimer seulement 50% des barrières à la libre circulation des services, cela représente déjà 279 milliards d'euros. Éliminer les obstacles restants pour les biens, 300 milliards d'euros. Un marché unique numérique pleinement intégré, 415 milliards d'euros. Et rien que passer entièrement à la commande publique électronique pourrait ajouter 50 milliards d'euros de plus. Maintenant, si on ajoute ce 1100 milliards d'euros pour compenser les pertes commerciales des États-Unis, eh bien, tout à coup, cet écart de 144 milliards d'euros semble un peu petit, n'est-ce pas? Et voici ce que cela veut dire pour la France. Pour la France, les perspectives de diversification ont des effets majeurs. D'une part, la dépendance actuelle envers les États-Unis expose les secteurs clés français, comme l'aéronautique, les cosmétiques ou l'agriculture, au risque de taxes douanières, surtout en cas de retour d'une politique commerciale américaine agressive. D'autre part, les nouveaux accords, notamment avec l'Inde et le Mercosur, pourraient offrir des marchés importants pour les exportateurs français, en particulier dans le luxe, l'énergie et les services. Mais la France pourrait aussi faire face à des tensions internes, notamment avec ses agriculteurs, qui sont déjà inquiets face à une concurrence accrue venant d'Amérique latine. Enfin, un marché unique européen plus intégré serait une opportunité économique immense pour la France, qui pourrait mieux valoriser ses entreprises de services, sa finance ou son innovation, à condition de lever les blocages nationaux et européens actuels. Cela signifie-t-il que nous devrions nous replier sur nous-mêmes et adopter une approche Europe First? Non, pas du tout. Il y a une immense valeur à conclure des accords commerciaux avec le reste du monde, y compris avec les États-Unis, si ceux-ci sont ouverts à cela. Mais voici le problème. Nous devons aussi mettre de l'ordre chez nous. Et la priorité absolue doit être de terminer le marché unique. Union des marchés de capitaux? Oui. Union énergétique? Absolument. Union de la défense? Le plus tôt possible. Union des marchés numériques? Oui. Et la réforme du marché des services? Celle-là pourrait transformer l'économie de l'UE. Nous devons prendre ces sujets au sérieux. Et rapidement. Parce que compléter le marché unique aura un impact bien plus grand sur notre PIB, sur l'emploi et sur la vie quotidienne que de passer des années à essayer de faire fonctionner un accord commercial avec quelqu'un comme Trump qui, franchement, ne semble pas vraiment intéressé. Alors, complétons enfin notre marché unique et rapidement. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et l'Allemagne commence à prendre le marché unique plus au sérieux, donc découvrez leur nouveau plan de coalition ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine! Free audio post-production by alphonic.com.